problèmes de limite hydrodynamique aujourd'hui. Donc, pour donner un contexte mathématique, je vais très brièvement évoquer le sixième problème de Hilbert. Donc le but est de donner un traitement mathématique des axiomes de la physique et en particulier d'essayer de donner une description unifiée qui englobe à la fois pour un système de particules une description microscopique dans laquelle on va décrire les trajectoires de chacune des particules avec les équations Newton et une description macroscopique dans laquelle on va définir l'évolution de quantités observables telles que la température, la vitesse moyenne. Donc, au niveau microscopique, on a les équations Newton. Au niveau macro, on a les équations de la mécanique des fluides. Et donc, Hilbert a proposé une étape intermédiaire dans laquelle se trouve l'échelle mésoscopique à laquelle se trouvent les équations de la théorie cinétique des gaz. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le passage du méso au macro, donc que l'on peut voir comme une étape intermédiaire dans la résolution du sixième problème de Hilbert. Alors, donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais parler des équations de la théorie cinétique des gaz en général et plus particulièrement de l'équation de Boltzmann. Donc, dans un premier temps, donc en théorie cinétique, mon inconnu, ça va être une densité de particules, que je vais noter grand F, qui va dépendre du temps t, de la position x et de la vitesse v. Donc ça me donne la densité de particules qui au temps t et à la position x ont la vitesse v. Donc, l'équation la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est lorsqu'on a un système de particules dans lequel les particules n'interagissent pas entre elles ou lorsqu'on n'a pas de force qui agissent sur mon système de particules. Et dans ce cas-là, on va simplement avoir l'équation de transport libre qui s'écrit de cette manière. Donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que les particules elles évoluent en ligne droite à vitesse constante. Donc ce qu'on a, c'est ceci. La distribution de particules, elle est constante le long de mes caractéristiques. Et donc si je rajoute une donnée initiale, je peux résoudre explicitement. Ce qui se passe au temps t à la position x à la vitesse v, c'est ce qui se passe au temps 0 en x moins vt. Donc ça, c'est l'équation la plus simple. Maintenant, je vais juste mentionner une autre catégorie d'équations cinétiques, mais que je vais complètement occulter dans la suite. C'est les équations, on va dire, dans lesquelles les particules interagissent plutôt selon des potentiels à longue portée. Et dans ce cas-là, on va plutôt considérer l'effet sur chaque particule, l'effet global de l'effet de toutes les autres particules sur une particule. Donc ça, c'est des modèles plutôt de type champ moyen, et donc ça, je vais complètement oublier. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt les équations cinétiques collisionnelles. Et donc, dans les équations cinétiques collisionnelles, en fait, on va considérer que les particules, elles interagissent sur des distances qui sont négligeables devant l'échelle spatiale macroscopique de mon modèle. Donc dans ce cas-là, on va toujours avoir la partie transport et puis on va avoir une
deuxième partie. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que tant que les particules n'interagissent pas entre elles, elles évoluent en ligne droite à vitesse constante, et puis il y a un moment où il y a une interaction. Et donc dans ce cas-là, c'est ce que va modéliser le membre de droite de mon équation. Donc l'équation de Boltzmann, elle s'écrit exactement comme ceci. On va le noter Q, qui est en général utilisé comme notation. Et donc j'ai noté Q de FF parce que c'est un opérateur bilinéaire. Et ça provient du fait qu'on considère que le gaz que l'on regarde est assez raréfié pour pouvoir négliger les collisions qui vont impliquer 3 particules ou plus. Donc on n'a que des collisions binaires finalement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les collisions que l'on considère ici sont élastiques, c'est-à-dire qu'on va considérer que la conservation de la quantité de mouvement et de l'énergie au moment de la collision. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noter V' et V' étoile, les vitesses des particules avant la collision, et V étoile après la collision. Je considère que toutes mes particules ont la même masse, et donc j'écris la conservation de la quantité de mouvement et la conservation de l'énergie. Au moment de la collision. Donc ça, si je me donne V étoile, que je veux décrire V', V' étoile, on voit que je suis en dimension 3, donc j'ai 4 équations pour 6 inconnus. Donc je peux paramétrer mes vitesses V', V' étoile par un élément de la sphère S2. Donc, alors, il y a plusieurs paramétrisations possibles. Bon, j'en choisis une. Ce que je vais dire, c'est que sigma, en fait, c'est l'angle de déviation par rapport à la vitesse moyenne. Donc, c'est-à-dire que je vais écrire que V', c'est V plus V étoile sur 2, plus V moins V étoile sur 2 sigma. Et pour V' étoile, ça va donner. Donc ça, c'est un choix de paramétrisation. Donc en fait, on peut représenter... Donc ça, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que ça implique en particulier, quand on a aussi conservation de la norme de la vitesse relative. Donc là, on peut représenter, si je me place dans le plan engendré par V moins V étoile et sigma, en fait, je peux représenter mes vitesses sur un rectangle. Donc, V étoile, V' étoile. Parce que, alors, donc qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que, donc, en fait, on a V étoile et V', V' étoile qui vont se couper en leur milieu, V plus V étoile sur 2. Donc ça me dit que je vais avoir les diagonales d'un parallélogramme. Et puis, en fait, c'est un rectangle grâce à cette relation. On a aussi conservation de la norme de la vitesse relative. Alors, donc une fois que j'ai dit ça, je vais écrire l'opérateur de collision de Boltzmann. Donc, il y a quelque chose que je n'ai pas dit sur les collisions aussi, c'est qu'elles sont localisées en temps et en espace. Elles sont instantanées et localisées, je devrais dire. Et donc, en particulier, ça me dit que mon opérateur ici, il va n'agir que sur la variable vitesse. Alors, je vais écrire l'opérateur et je vais commenter ensuite.
structure en termes de gain moins en termes de perte. Donc ça, c'est lié au fait que quand j'ai une collision, je vais avoir des particules qui vont gagner la vitesse v après la collision et d'autres qui vont la perdre après. Donc pour gagner une vitesse v après la collision, ben, ça veut dire qu'avant la collision, j'avais les vitesses v' et v' étoile. Donc ça explique ce terme-là. Et inversement, pour perdre la vitesse v, ben, il faut que je cogne contre une particule de vitesse v étoile, peu importe. Donc ça explique la structure. Le grand B, le noyau de collision, va dépendre de la nature des collisions que l'on considère. Et on peut voir ça comme, on va dire que ça mesure la probabilité d'avoir une collision à la vitesse relative v-v étoile avec une direction de déviation sigma par rapport à la vitesse moyenne. Voilà, donc ça c'est une interprétation qui n'est pas nécessairement vraie parce que le B en pratique dans certains modèles peut ne pas être intégrable sur la sphère. Bon, donc ce qui m'intéresse ici, donc là j'ai écrit l'opérateur de Boltzmann, mais ce qui va m'intéresser plus, donc là j'ai donné une forme forte. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la formulation faible que je vais donner maintenant. Donc la formulation faible, je vais considérer une fonction test. Donc en réalité, tout ce que je vais écrire là, c'est formel. Hein. Et donc je vais écrire la formulation faible suivante. Donc c'est un peu long. Donc ça s'obtient de manière formelle encore une fois, mais à partir de la formulation forte, grâce à des changements de variables, bon, voilà, il y a un certain nombre de choses cachées derrière. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est que grâce à cette formulation faible, je vais pouvoir donner les premières propriétés formelles de mon équation de Boltzmann. Donc la première propriété, les premières propriétés que je vais pouvoir obtenir sont des propriétés de conservation. Donc, quand on prend phi égale 1 ici, ça fait 1 plus 1 moins 1, moins 1, ça fait 0. Donc déjà, la masse va être conservée par mon... Je vais écrire comme ça. Par mon opérateur de collision. Donc après, quand on injecte ça dans l'équation, en utilisant les propriétés d'antisymétrie de l'opérateur de transport, on peut en déduire que la masse va être conservée le long des solutions de l'équation de Boltzmann. Maintenant, lorsque je prends phi égale v, ici j'ai v plus v étoile moins v' moins v' étoile, et si j'utilise ma conservation de la quantité de mouvement au niveau microscopique, ça fait encore 0. Et pareil pour l'énergie. Donc, en fait, on a ces trois conservations, masse, quantité de mouvement et énergie. Ensuite, la deuxième conséquence de cette formulation faible, c'est le théorème H de Boltzmann. Donc le théorème H de Boltzmann, il va nous dire que l'entropie de Boltzmann décroît le long des solutions de notre équation. Donc ici, pour voir ça, on prend phi égale log de f. Donc quand je prends phi égale log de f, ici je vais avoir log de f de v fois f de v étoile, moins log de f de v' fois f de v' étoile. Et donc on voit que lorsqu'on multiplie ça par, ici si j'ai remplacé phi par log de f, ça va me donner une quantité négative. Donc en fait, donc ce que je vais noter moins d de f, donc d comme dissipation, donc c'est la dissipation d'entropie, ça c'est une quantité positive. Donc
j'écris pas ce que c'est que D de F, mais c'est immédiat en remplaçant au-dessus avec phi égale log de F. Donc ça, c'est la première partie du théorème H qui, du coup, va me dire que l'entropie, elle décroît le long des solutions de mon équation de Boltzmann. Et la deuxième partie de mon théorème H va me permettre de caractériser les minimiseurs de mon entropie. Donc en fait, les quantités qui annulent la dissipation d'entropie sont aussi exactement celles qui annulent l'opérateur de collision et ont une forme bien particulière. Alors je note ça MRUT. Alors M, c'est parce qu'on appelle ça une maxwellienne. Donc avant les travaux de Boltzmann, il y avait déjà eu des travaux précurseurs de Maxwell sur le sujet. Et donc en fait, c'est une gaussienne en vitesse. J'écris ça comme ça et puis je vais commenter. Ok. Donc ici, j'ai R qui va être ma densité associée à la maxwellienne ici, qui est donc un réel positif. Ensuite, j'ai mon grand U qui apparaît ici, qui va être ma vitesse, qui va être un vecteur, et grand V, ça va être ma température. Et donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que toutes ces quantités, on peut avoir donc R, U et T qui dépendent de T et de X, et qui annulent l'opérateur de collision. D'accord ? L'opérateur de collision, je vous rappelle, il n'agit que sur la variable E. Donc en fait, dans ces distributions particulières, dans les maxwelliennes, quelque part, toutes les informations macroscopiques sont contenues dans R, U et T. D'accord ? Donc, quelque chose que je n'ai pas dit, que j'aurais dû dire avant, c'est que lorsqu'on a notre densité de particules grand F, on peut récupérer des quantités macroscopiques simplement en moyennant notre densité de particules en vitesse. D'accord ? Donc, remarque. Donc, je peux définir en fait la densité associée à une distribution grand F de moyenne sur toutes les vitesses possibles. Okay, mais je peux aussi définir la vitesse moyenne en intégrant contre V. Et puis, on peut aussi définir la température comme ceci. Alors, donc ici, si je voulais être parfaitement cohérente en termes de notation, je devrais noter R, MRUT, U, MRUT et T, MRUT. Donc, je ne vais pas le faire, mais les notations sont cohérentes. Et donc ici, en fait, dans la maxwellienne, vous voyez que on a vraiment, enfin, toutes les informations sont contenues dans R, U et T, toutes les informations macroscopiques. Ok, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que grâce à ces premières propriétés que j'ai énoncées, je vais essayer de dériver déjà un système d'équations macroscopiques, donc où les variables ne dépendent plus que de T et de X. Donc si je repars de mon équation de Boltzmann qui était ici, et que loi de conservation locale. Donc je repars de mon équation de Boltzmann et j'intègre en V. Ce que je vais obtenir en utilisant les notations... Alors je ne vais pas utiliser les notations pour l'instant, parce que sinon ça va compliquer la vie, mais juste j'intègre en V. Donc là je sors la dérivée en X. Ok, et puis je peux continuer. Et là, j'ai toujours 0 dans le membre de droite parce que j'utilise les propriétés de conservation que j'ai énoncées ici. J'utilise que lorsque j'intègre Q contre 1V et V carré, ça fait 0. Donc si je continue, donc là
d'autre intégrer mon équation de Boltzmann en vitesse. Et donc ici, à chaque fois, j'ai exploité les propriétés de conservation. Donc ça, évidemment, ce n'est pas un système fermé, parce qu'on voit qu'à chaque fois que j'intègre l'opérateur de transport, ça me fait grimper d'1 degré en V. Néanmoins, si je le réécrivais en termes de R, U et T, ça ressemblerait fortement en fait, au système de l'air compressé pour un gaz parfait. Et alors, ça ressemble tellement fortement que... Donc je vais quand même avoir des termes qui débordent, hein. Je le réécris en termes de R, U et T, je vais encore avoir... mon système n'est toujours pas fermé. Mais par contre, si je prends F égale à cette maxwellienne, eh bien, je vais pouvoir fermer mon système et je vais tomber exactement sur le système de l'air compressible. Donc en fait, si je prends F égale ici, j'ai un système fermé d'équation macroscopique. Alors, donc le problème en fait de limite hydrodynamique va consister à avoir en fait à trouver un régime dans lequel à la limite je vais me trouver à l'équilibre thermodynamique local, c'est-à-dire qu'à la limite je vais être de cette forme-là, et ça va me permettre de fermer en fait mon système d'équations macroscopiques. Alors, je sais déjà plus à quelle heure j'ai commencé. Moins 10, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, mon équation de Boltzmann telle que je l'avais écrite tout à l'heure, finalement, elle était formulée à l'échelle des particules et du temps très court qui sépare deux collisions. Donc là, le premier travail, c'est de faire un travail d'adimensionnement des constantes, c'est-à-dire d'introduire des variables, d'abord d'introduire des longueurs caractéristiques du système macroscopique et de non plus considérer les variables x, v telles quelles, txv, mais de les quotienter par les longueurs caractéristiques du système. Donc ça, c'est un travail d'adimensionnement des constantes que je ne vais pas faire. Mais ce que je vais dire, c'est que dans cette nouvelle échelle, mon équation de Boltzmann, elle va s'écrire sous cette forme-là. Alors, taux et ce que j'ai noté Kn, donc sont des constantes sans dimension qui apparaissent dans mon système. Et je voudrais m'attarder sur le Kn. Donc Kn, c'est le nombre de Knudsen. Qui est égal au quotient du libre parcours moyen par la longueur macroscopique typique. Alors, donc le libre parcours moyen, hein, c'est la distance moyenne parcourue par une particule entre deux collisions. Et donc, lorsque je vais faire tendre ce nombre de Knudsen vers 0,
ça va vouloir dire que la distance parcourue entre deux collisions va être négligeable devant l'échelle spatiale du modèle. Donc en fait, on va être dans un régime fluide puisque je vais avoir finalement de plus en plus de collisions. Ok. Alors, donc si je reviens à mon équation, alors pour l'instant je ne parle pas de taux, j'en parlerai plus tard. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon taux égale 1 et le nombre de Knudsen, je vais le noter epsilon et il va tendre vers 0. Donc maintenant je réécris mon équation de Boltzmann. Mon équation de Boltzmann, je vais mentionner que ma densité particulière dépend de epsilon. Ok. Alors, formellement, si je multiplie cette équation par epsilon, ça me donne ça. Et si je fais tendre epsilon vers 0, ce que j'obtiens, c'est que f epsilon va tendre, donc je vais avoir ces deux morceaux qui vont tendre vers 0, il va me rester ça. Donc f epsilon va tendre vers une distribution f0 telle que Q de f0 égale 0. Et ça, si on se rappelle de ce que nous disait le théorème H, ça nous dit exactement que f0, en fait, c'est une maxwellienne en vitesse. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'elle prend exactement la forme qui est écrite juste au-dessus. Donc ça, c'est le théorème H. Et si on revient à ce que j'avais raconté ici, j'avais dit que lorsque je prenais f égale à cette maxwellienne, je pouvais fermer mon système d'équations macroscopiques. Et donc, ici, ça veut dire que si je passe à la limite dans mon système, en admettant que j'ai le droit de faire tout ça, ce qui est évidemment une grande question, si je passe formellement à la limite dans mon système, je vais exactement pouvoir fermer mon système et obtenir le système de l'air compressif pour un gaz parfait. Donc je ne l'écris pas. Voilà, parce que donc moi en fait, ce qui m'intéresse plus, ce sont les limites vers des modèles incompressibles et en particulier vers l'équation de Navier-Stokes incompressible. Donc là, pour l'instant, je me suis contentée, en tout cas formellement, d'intégrer mon équation de Boltzmann en vitesse et d'utiliser les propriétés de conservation. Ok? Alors, donc maintenant, on va faire autre chose, on va linéariser autour d'un équilibre global. Alors, donc équilibre global, j'entends par ça une distribution qui ne dépend pas de t et de x et qui annule mon opérateur de collision. Donc par exemple, je vais simplement noter grand M, la maxwellienne associée à 1, 0, 1, qui n'est autre que cette gaussienne en vitesse. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais linéariser mon équation autour de ce grand M. Et puis, donc je vais noter petit f epsilon la fluctuation et je fais une linéarisation d'ordre epsilon. Alors en fait, ce epsilon-là qui apparaît lorsqu'on linéarise autour de l'équilibre, il se trouve que c'est le nombre de Mach. Alors le nombre de Mach, on s'attend du coup, c'est ce qui permet de mesurer la compressibilité du fluide, et on s'attend à ce que lorsque le nombre de Mach tend vers 0, on obtienne quelque chose d'incompressible à la limite. Donc le nombre de Mach, c'est le quotient en fait, de la vitesse du fluide par la vitesse du son, donc la vitesse de propagation des ondes dans mon fluide. Alors, malheureusement, même en faisant ça, ce n'est pas suffisant pour obtenir l'équation de Navier-Stokes incompressible à la limite.
Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va encore falloir faire une dilatation en temps supplémentaire, parce que pour avoir un flux d'incompressible, en fait, il faut qu'on ait une vitesse de propagation lorsque epsilon tend vers 0 qui tend vers l'infini. Donc, si je fais juste ça en gardant taux égale 1 dans mon équation, qui est ici, je ne vais pas pouvoir obtenir navier-Stokes incompressible à la limite, parce qu'on va avoir une vitesse de propagation finie des ondes dans mon flux. Mais, donc en faisant taux égale epsilon, et donc je vais plus loin, je pousse mes ondes, en fait, et en faisant cette opération de linéarisation avec une linéarisation d'ordre epsilon, on obtient, donc je réinjecte dans mon équation, et l'équation qu'on obtient sur f epsilon, c'est celle-ci. J'ai repris mon équation qui était écrite ici avec taux égale Kn égale epsilon. J'ai injecté ça, j'ai utilisé que Q de MM égale 0 et je tombe exactement là-dessus. Donc ça, c'est la bonne équation à considérer en pratique pour avoir à la limite l'équation de Navier-Stokes. Alors j'explique ce que ça veut dire avoir l'équation de Navier-Stokes à la limite. Ce qu'on obtient en fait, dans un premier temps formellement, lorsque epsilon tend vers 0, donc en fait, ici, si je fais comme tout à l'heure, je multiplie toute mon équation par epsilon carré, formellement, ça disparaît. Ici, il va me rester epsilon, ça va disparaître. Ça reste, et ça disparaît. Donc cette fois, j'obtiens à la limite un F0 qui est tel que Q de MF0 plus Q de F0M égale 0. Donc ça, je sais exactement quelle forme ça a. Et ça s'écrit de la manière suivante. J'ai des nouvelles quantités macroscopiques que j'ai notées ρ, u et θ, qui en fait correspondent exactement aux fluctuations de mes grands R, u et t de tout à l'heure, linéarisées autour de 1, 0, 1. Et donc en fait, formellement on obtient ça, donc on a cette forme à la limite, et on peut montrer que ρ, u, θ est solution du système de Navier-Stokes-Fourier incompressible. Alors, je ne vais pas écrire tout le système, je vais juste écrire l'équation pour le champ de vitesse flux. Qui est l'équation de Navier-Stokes incompressible. Donc ici, j'ai dit que μ égale 0, c'est ma condition d'incompressibilité. Ok, donc, ici μ, c'est le champ de viscosité strictement positif, qui va être défini grâce à l'opérateur linéarisé de Boltzmann. Donc évidemment, toute la question, c'est de rendre rigoureux ce passage à la limite. Donc dans le temps qui me reste, je vais essayer de vous faire un panorama très très rapide de ce qui a été fait. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que donc il y a tout un pan de la littérature consacré à ce sujet qui est apparu suite à un programme qui a été lancé dans les années 90 par Bardos, Gols et Livermore, dans un cadre de solutions très faibles, donc à savoir les solutions renormalisées pour l'équation de Boltzmann. Donc le premier résultat complet, il est dû à François Gols et Laure Saint-Raymond, où on a vraiment une preuve de cette limite de manière complètement rigoureuse dans ce cadre fonctionnel-ci. Donc ça, je ne vais pas en dire plus. Ce que je voudrais dire dans les 5 minutes qui me restent, c'est parler un tout petit peu d'un travail qu'on a fait avec Isabelle, puis donc il y a eu un deuxième travail plus récent avec Isabelle et Kléber Carapatoso. Donc nous, on se place déjà dans un cadre de solutions plus fortes que ne l'étaient les solutions renormalisées. Donc on va avoir une certaine régularité sur nos solutions. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un point de vue qui est différent, dans le sens où le résultat qu'on prouve, ce n'est pas
Alors, on ne prouve pas simplement la limite. Ce qu'on dit, c'est que tant que l'équation limite, donc à savoir l'équation de Navier-Stokes incompressible, a une solution, alors pour epsilon assez petit, l'équation de Boltzmann a aussi une solution. Donc, je vais écrire un théorème assez vague. Donc il y a un premier papier avec Isabelle et puis un deuxième avec Weber Carapatoso et Isabelle, plus récent. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se donne une donnée initiale, je ne dis pas, mais une certaine régularité, une donnée initiale pour le système fluide. Et donc on associe une solution sur un certain temps. Voilà. On vous donne une solution. Et ce qu'on montre, c'est que pour epsilon assez petit, il va exister f epsilon solution de l'équation de Boltzmann, donc Creusot-Caillier, donc celle qui est écrite ici, je ne l'ai pas nommée, mais c'est ça que j'appelle B epsilon, et tel que f epsilon tend vers f0 lorsque epsilon tend vers 0. Donc f0, c'est ce que j'ai défini ici, hein, ρ uθ sont solutions du système limite. Alors, donc en fait, ce genre de résultat, intuitivement, ce n'est pas nécessairement évident parce que l'équation de Boltzmann, même si on lui donne à l'instant initial une donnée qui est fluide, c'est-à-dire qui s'écrit exactement sous cette forme-là à l'instant initial, elle va créer d'autres choses. On va avoir une partie fluide encore, une partie ondulatoire et aussi une partie cinétique. Et malgré tout, donc on arrive à prouver ce résultat. Et la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que, en particulier, ça permet d'exploiter les connaissances en termes de théorie de Cauchy sur le système fluide pour en déduire des choses sur le système, sur l'équation de Boltzmann. Donc typiquement, il y a certains cadres dans lesquels on sait construire des solutions globales pour l'équation de Navier-Stokes et pas nécessairement pour des données petites. D'accord ? Là, on n'a pas d'hypothèse en fait de petitesse sur la donnée initiale. Okay ? Tout ça, ça marche que les données soient petites ou pas. Et donc, en particulier, pour Boltzmann, ça veut dire que je suis capable de construire une solution avec une donnée initiale qui n'est pas nécessairement petite. Et en fait, tous les résultats, y compris sur l'équation Creusot-Caillier, qui est écrite ici, si on travaille simplement sur l'équation de Boltzmann, tous les résultats antérieurs étaient prouvés dans ce cadre de solution forte pour des données initiales petites. On avait existence globale en temps pour des données initiales petites. Donc là, quelque part, ça nous permet d'enrichir la théorie de l'équation de Boltzmann pour l'équation Creusot-Caillier et pour epsilon assez petit. Mais voilà, donc c'est un point de vue un petit peu différent qui permet de récupérer des connaissances, d'exploiter des connaissances sur l'équation fluide et de les transférer sur l'équation de Boltzmann. Alors, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que donc, dans le premier papier avec Isabelle, on était en régularité assez forte. Alors, je vais noter, donc on était dans HL en X avec L qui était strictement plus grand que 3,5. Donc on est dans cet espace-là qui nous permet en fait d'avoir une structure d'algèbre dans la variable X et donc d'estimer facilement le terme non linéaire de l'équation de Boltzmann. Et donc avec Weber, on a raffiné ça et on peut considérer des données qui sont dans H1,5 en X, données pour lesquelles on sait résoudre l'équation de Navier-Stokes. Dans ce cadre fonctionnel, on peut développer une théorie de Cauchy pour l'équation de Navier-Stokes. Je ne suis pas en train de dire qu'on sait résoudre Boltzmann pour des données H1,5. C'est pas pareil parce que dans la donnée initiale de Boltzmann qui va converger, il y a plusieurs parties. Donc il y a une partie fluide qui va effectivement être plus ou moins dans H1,5, mais il y a aussi une partie cinétique qui, elle, ne va pas être dans H1,5. Voilà, je vais m'arrêter là.
Enfin, oui, là, on l'a pas écrit, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Enfin, là bon, notre idée, c'était d'aller à Chamonix parce qu'on s'est résoudre des stocks dans Chamonix. Voilà. Pour dériver Navier-Stokes, formellement, c'est beaucoup plus compliqué. On utilise en fait beaucoup de choses sur l'opérateur linéarisé de Boltzmann. On utilise quand même beaucoup de choses sur la structure